Le gouvernement a 9 jours pour réagir. Dépasser ce délai. Si le gouvernement ne réagissait pas, nous allons accompagner ces syndicats vers cette grève. Parce que, avant tout, il s'agit quand même des pères de famille. Monsieur Ettinga a peut-être omis de le dire, mais lorsque nous avions échangé avec ces enseignants communautaires et aussi les appelés volontaires, mais il y a d'autres qui n'ont qu'un salaire, je ne sais pas s'il faut appeler ça salaire, un salaire de 70 000 francs CFA, mais il est affecté très loin. Où est la prime de dépaysement? Vous envoyez quelqu'un dans une zone où il ne connaît personne, où parfois il a même du mal à comprendre la langue parlée dans cette localité. Mais parce qu'il aime son travail, il a l'amour des enfants qu'il va pour enseigner, il est obligé de partir. Et donc, le gouvernement est face à un choix. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter cet argument qu'ils ont l'habitude de donner pour dire qu'il n'y a pas d'argent dans le pays. Avant de dire qu'il n'y a pas d'argent dans le pays, il faudrait qu'ils puissent nous démontrer réellement qu'il n'y a pas d'argent dans le pays et nous dire où est parti l'argent qu'a-t-on vanté le ministre des Finances de l'époque, comment on l'appelait, M. Gilbert Ondongo, qui disait que le Congo a de l'argent à revendre, qui a tant vanté l'embellie financière du Congo. Où est parti cet argent? Où sont partis les 14 000 milliards des générations futures? Il faudrait d'abord qu'on nous donne la destination de ces différents fonds avant de nous dire qu'il n'y a pas d'argent et qu'on nous dise qu'a-t-on fait de cet argent. Et donc, nous allons soutenir activement les différents syndicats qui ont décidé d'aller en grève tant que leurs préoccupations ne seront pas prises en compte. Et nous lançons un appel aux enseignants. Ne vous fiez pas aux différents syndicats corrompus. Vos syndicalistes sont corrompus. Ils traitent avec vous, vous arrêtez sur un nombre de choses et lorsqu'ils se retrouvent avec les ministres moyennant 500 000, 1 million, ils sont corrompus et ils mettent votre avenir à l'eau. Ne vous fiez pas à eux et ne comptez pas sur eux. Comptez sur vous-même et rejoignez l'appel de M. Lévi Ettinga, afin qu'ensemble, nous puissions débloquer votre situation. Mais nous ne nous arrêtons pas seulement là, parce qu'il n'y a pas que les enseignants qui sont dans la même situation. Il faut aussi regarder le secteur de la santé. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Merci de suivre R7 et bienvenue dans ce numéro Droit de savoir. Au centre de cette interview, la situation des enseignants au Congo-Brazzaville et la rentrée scolaire 2024-2025 qui risque d'ailleurs d'être boycottée en raison du non-respect des revendications salariales et professionnelles des enseignants. C'est ainsi que j'ai le plaisir de recevoir sur ce plateau Cédric Castelin-Balou, président du collectif des jeunes du Congo et de la diaspora. Bonjour Cédric. Bonjour Monsieur Christian Perrin. C'est un plaisir de vous avoir encore sur notre plateau R7. Nous avons également sur notre plateau Monsieur Lévi Ettinga, représentant du syndicat des enseignants. Bonjour Lévi. Bonjour Monsieur le Président. Merci d'être avec nous sur R7, mais surtout d'avoir accepté notre invitation. Alors, je vais donc commencer par Cédric Castelin-Balou. Je rappelle que vous êtes président du collectif des jeunes du Congo et de la diaspora. Si vous pouvez, en quelques mots, bien entendu, nous brosser la situation de la jeunesse au Congo-Brazzaville. Oui, merci beaucoup Monsieur Christian Perrin pour nous recevoir une fois de plus sur votre plateau. Surtout que ça fait un bon moment que je ne suis pas passé sur votre plateau, mais c'était pour des besoins de travail parce que nous ne cessons de travailler justement sur cette question de la jeunesse congolaise. Vous savez que nous avons été parmi les premiers mouvements qui avons crié haut et fort que l'année de la jeunesse, lorsqu'elle a été décrétée par le président de la République en 2023, lors de son discours sur l'état de la nation, nous avions été les premiers à crier pour dire que ce n'était que du buzz. Et nous avons mené un certain nombre d'actions visant à mettre la pression au gouvernement afin que ce gouvernement puisse se mettre au travail pour matérialiser les 100 000 emplois qu'ils avaient promis à la jeunesse congolaise. Mais malheureusement, de janvier à aujourd'hui, septembre, bientôt, nous allons vers la fin de l'année. Quels ont été les emplois qui ont été créés sur les 100 000? Rien du tout. Bien au contraire, le chômage ne fait que croître de jour le jour. Vous voyez à travers
tout le pays, dans les 12 départements, le chômage ne fait que croître. C'est pour dire que le gouvernement, même si on pouvait l'accorder 50 ans de plus, ils ne feront absolument rien parce que la situation de la jeunesse congolaise, actuelle, le chômage des jeunes leur profite parce qu'un jeune qui n'a pas d'emploi est facilement manipulable. Oui, la situation de la jeunesse congolaise, elle est très criarde parce que les jeunes ne savent plus à quel sein se vouer. Nous avons même dit qu'il n'était pas question de parler d'une année de la jeunesse parce que nous avons conçu un programme, il faudrait que je le rappelle tout le temps pour qu'ils comprennent, pour que nos éditeurs comprennent que aujourd'hui, il n'est pas question d'une jeunesse qui ne fait que critiquer et n'apporte rien, mais aujourd'hui, nous avons en face une jeunesse qui conçoit, qui propose, parce qu'elle ne voudrait pas être mise de côté dans la prise de décision et dans la résolution de leur situation. Et donc, nous avons soumis un programme au gouvernement où nous avons étendu l'année de la jeunesse à 7 ans, à raison de 1000 milliards par année. Parce que nous avons pensé que les problèmes des jeunes étaient tellement nombreux, ils datent de plus de 40 ans. Pendant près de 40 ans que le président Denis Sassou Nguesso est au pouvoir, il n'a jamais touché le côté social, il n'a jamais touché le côté emploi des jeunes. Et donc, nous leur avons dit qu'il fallait ramener l'année de la jeunesse à 7 ans. Mais puisque eux, ils sont des savants, ils nous ont démontré qu'en une année, ils pouvaient créer les 100 000 emplois. Résultat, nous sommes à la fin de l'année, aucun emploi n'est créé et donc la jeunesse congolaise ne sait plus à quel sein se vouer. La jeunesse congolaise ne sait plus à quel sein se vouer. Je vais passer à Monsieur Lévi Etinga. Question de savoir évidemment la situation des enseignants au Congo, au Brazzaville. Depuis un certain temps, on entend dire les enseignants qu'ils sont abandonnés à leur triste sort, ils ne sont pas payés. Leurs bourses ne sont pas payées. Là, c'est le cas, par exemple, des enseignants communautaires. Et au niveau des autres enseignants, se poserait un certain nombre de problèmes. Dans un premier temps, est-ce qu'on peut nous brosser la situation des enseignants au Congo-Brazzaville? Vous savez, monsieur le journaliste, ça fait un moment que les enseignants sont en train de souffrir. Il y a des enseignants qui sont à l'intérieur, au fond des pays et du village. Sauf que leur situation n'est pas, c'est irrégulier, dans le sens où il y a d'autres qui ont des bourses, il y a d'autres qui ont des salaires, des enseignants numéraires et des boursiers, tels que les communautaires. Mais je vais vous étaler les points pour que vous compreniez de quel point les enseignants sont en train de souffrir. Ok, donc tout à l'heure, on va comprendre avec vous, on ira point par point pour comprendre évidemment la situation des enseignants au Congo-Brazzaville. J'en viens vers vous, Castellan, Cédric Balou, j'espère que vous avez suivi, c'est encore en ligne, je crois, des jeunes hommes, femmes, jeunes hommes, bien sûr, qui se plaignent parce que là, je crois qu'ils étaient en train de vouloir se faire enrôler dans la police nationale, c'est ce que nous apprenons, et ces jeunes ont émis, comme qui dirait, en fait, ce qu'on appellerait des coups de gueule, parce qu'arrivés sur place, ils ont constaté que c'était du népotisme, c'est le cas de le dire. Et il y a même une dame, une jeune dame, d'ailleurs, qui dit avoir obtenu son bac en 2009. C'est bien ça qu'elle a dit. Et que là, elle s'exprimait à visage découvert parce qu'elle se dit, trop, c'est trop, on ne peut plus continuer comme ça. Et même quand elle veut faire une petite activité lucrative, elle parle d'un petit commerce, elle est harcelée par la police. Donc, en fait, elle n'en peut plus. Suivez cet extrait et on revient sur le plateau pour le commentaire. Soki même dans l'accès l'ongibéa pona to lembi pe ko bombana na minute to a fatigué bon oye ko yaka e à la minute mais te bi ke mabe ya te poto finga moto te to lo ba pona ba vérité toute vérité à bon la nga o gutilo na kolo bake bac na nga depuis 2009 on a dit bac ti lelo pe nazo chômer na mboko mosale ya te balo ba concours ke ko sala ba kombo ebima akate to zwaka kate olobi recrutement la police yango biso ngo to bwaki nzoto mais l'air tozo yaka makambo ezo simba kate ba liste ya lime boko kotala ba liste be ba kombo ya te ba message tozo recevoir beloko ata moko ezo sala mate bolobi oyo eza né à la jeunesse
toteka mimbongo na babalabala bapolisier babimba yi babengani biso bo finalement bozoluka biso tokende wapi tosala nini na mboka oyo bozotia biso wapi na mboka na biso moto mo vivre lokola baétrangère toaliso na possibilité kozala heureux mpe heureuse te tosi tolembi toyina mposa bolukela biso basolution ndenge bino bozwaka bana na bino bandala nde biso mpe toali ndenge bino bozwaka bakoko na bino ni ndenge biso mpe toali bolukela biso basolution toa na volonté ya kosala mosala larme yango metala makambo tokutana nango do tozala kaka on dirait lokola bato oyo toyebi te soki nini tosala na mboka soki oyebaki ke bayaki na baka ifale boloba na biso ke yaki nango o recrutement général te bino bolobi na biso ke eza recrutement général me makambo tozoya kutana yango eza yango te tolembi. Alors, Cédric Castellan-Balou, vous êtes président du collectif des jeunes du Congo et de la diaspora. Une telle situation, qu'est-ce qu'elle vous inspire? C'est ce que nous ne cessons de déplorer dans notre pays, ici le Congo. Vous voyez, nos gouvernants actuels font de leur mieux pour pousser les jeunes à bout. Oui, elle parle de la vente, mais c'est à tous les niveaux. Même pour les jeunes qui se débrouillent à constituer un petit capital et qui lancent une petite activité. Et rassurez-vous, monsieur Christian-Perin, que les premiers jours, les agents des impôts, les agents du ministère des Finances, ils sont plus nombreux que les clients. Ils font de leur mieux pour asphyxier cette jeunesse-là. Comme pour dire que ici au Congo, il n'est pas question pour les jeunes de pouvoir sortir du sable mouvant dans lequel le pouvoir les a plongés. Mais lorsque on se comporte ainsi, on voudrait pousser la jeunesse congolaise à faire quoi? Aujourd'hui, la jeunesse congolaise vit dans l'absolue précarité. La jeunesse congolaise n'a pas de perspective. La jeunesse congolaise ne sait plus quoi faire. Vous verrez des jeunes jusqu'à 30 ans, 40 ans, et même jusqu'à 50 ans, on continue à penser qu'on est jeune, simplement parce qu'on n'a pas de perspective. On est pris en charge par les parents. Il y a des jeunes qui deviennent parents chez les parents, qui deviennent grands-parents chez les parents, en ce moment-là. Vers où on veut pousser notre jeunesse. Mais nous avons comme l'impression que le gouvernement de notre pays fait de son mieux pour pousser les jeunes à prendre des directions tendancieuses qui ne seraient pas bénéfiques pour notre pays. Voilà où on veut pousser la jeunesse congolaise. Dans le même temps, j'ai entendu dire Thierry Mongala, donc c'est le porte-parole du gouvernement congolais, qui parlait d'encourager les jeunes dans l'entrepreneuriat privé, sinon à l'auto-emploi. Et lorsqu'on entend cette dame révéler que même lorsqu'elle veut faire quelque chose, un petit commerce, elle est harcelée, elle n'est pas seule. Ça, c'est la voix qui parle, des sans-voix. Ça veut dire que beaucoup de jeunes sont dans cette situation-là. Finalement, on ne comprend plus ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Et comme vous l'avez dit, finalement, c'est une politique savamment planifiée pour empêcher les jeunes de faire quoi que ce soit. C'est ce que je vais comprendre par là. Exactement, c'est savamment planifié parce qu'un jeune qui n'a pas d'emploi est facile à manipuler. Vous voyez, actuellement, il y a une certaine mobilisation qui est en train de se créer autour du nom du président de la République. Il y a un certain nombre de jeunes, eux-mêmes aussi, sans situation économique, qui sont en train de trouver des moyens, on ne sait où, pour essayer de galvaniser un certain nombre de jeunes et parler au nom du président de la République. Mais c'est simplement parce que c'est d'autres jeunes qui n'ont aucune situation et on profite justement de cette faiblesse pour manipuler la jeunesse. Mais je peux vous dire, monsieur Christian Perin, aujourd'hui, les jeunes sont en train de prendre conscience. Parce qu'ils savent que lorsqu'on les appelle, nous avons été dans le système, nous savons donc comment ça se passe. Aujourd'hui, les mobilisations se font moyennant quelque chose. Depuis longtemps, les mobilisations se font au niveau des différents partis politiques de la majorité présidentielle, moyennant des finances qui sortent du trésor public. Et donc, les jeunes ont compris que c'est leur argent et ils vont pour récupérer une partie de leur argent. Et donc, monsieur Christian Perin, vous avez tout compris, c'est une stratégie savamment réfléchie pour maintenir la jeunesse dans l'absolue précarité afin qu'ils soient facilement manipulés.
Alors, donc, je vais vous proposer un deuxième extrait. C'est là, cette fois-ci, c'est un jeune homme, évidemment, lui aussi. Et donc, cette logique de vouloir se faire enrôler dans la police. Alors, lui, c'est lui qui parle d'ailleurs du népotisme. Il dit carrément, il a vu un colonel arriver là-bas avec ses trois enfants et eux, ils sont abandonnés là. Et les trois enfants ont été finalement recruté, mais ça reste encore à vérifier, mais c'est lui qui le déclare. Et il dit même en quoi est-ce que leurs enfants sont différents d'eux. C'est l'exemple qu'il prend. Il s'adresse même à une certaine Claudia Sassou pour dire est-ce que Claudia Sassou accepterait que sa fille ou ses enfants vivent le calvaire comme eux, ils sont en train de le vivre. Suivez. Mercredi le 18 septembre. Ben, na ba am tout et kinaki o ba père de biso bande ba biso on a les cambo bandi depuis on a suite il le zaka favorable to bandi de cambo depuis on a ça fait déjà au moins en novembre pour ça une année plein les cambo déjà bandi suite favorable des zaka. Après on a nous to bandi là que les sous na cambo recrutement premier roulement et ça m'a qui bien ba tout ba joki aux alina ba coupon de cachette na biso o ba coupon o to bando roulement to bandi roulement to sali makambo tout premier ba message ba tindi biso to kende moto to ba coupon na a moto tout c'est juste information na bimsa moto to ba coupon soko moni bande ko ba komi awa e komi na bakana to zali déterminé la ko kinana likambo tina suku nous avons déterminé à reconnaître le président, au Golim, nous avons choqué vidéo choqué ou est choqué gouvernement. Toi, bandana. La biso va parfois de ça bandana. Parce que Kiki, Claudia, Baza, maman, papa na biso. Le loco ça la passe, au moins le loco. Moi, na Edith, Lucie Bongo, Baza na passe, le loco de souffrir. Jamais. Le loco ça la passe. Au moins, double H, Aza n'a pas le corps à biso. Le loco, jamais qu'on dit que non. Laurent, moi, na Claudia, Aza n'a pas le corps à bande de la biso. C'est impossible. Vous avez monté mal le lobby sur deux bandana. Vous avez bandana non le lobby. Donc le bon en tant que grand-père, il y a le bien absolu le année de la jeunesse. Papa. Ah on va quatre bazar pour belé, ba licencié ba bachelier. Le lot, mais ça là tout comment tu bana ba vélo. Mais na bana ba vélo ngo ba policier tout le temps qu'on bédé. Le lot beaucoup le ba biso que notre recrutement général. Le recrutement général ngo le. Il y a ba bengisi même biso. Biso le lot to commis à 4h du matin. Mais la biso tout, s'il te plaît, la biso tout le long on te dit na ba 4 ans et là quand ça biso passe ba comment na ba message ça. Ceux qui bolingi bossa la pe bon fouité RT la tini ba to ba message. Bossa ba renseignement. Déjà c'était ça on a bossa ba renseignement. Mais kaka 5 personnes au badu. To fandi pe wana kaka na ko dira. Papa Moko a biso vu que toi banaté motana bana. Papa Moko il y a 3 personnes, 3 bana, 2 garçons et une fille. Oh bah quand il a sali 8 personnes. Bon je me demande na ba 8 wana ba l'équipe biso na kitoko. Biso toi ba parenté. Siko li kamabouy, ninga sa papa. Ngala bingo na papa te la bingo koko. Parce que ngai potami na pouvoir na yo. Si lelo na boti pe na pouvoir na yo. Moi na ngai a bingo na koko. Siko lelo. Pouvoir a boule lelo papa. Tu faire souffrir ministre de la défense, ministre de la jeunesse. Vraiment du Cambo et vraiment. Papa. Donc souffrir na bande mo kaka boy solution ko diamate. Baninga misusu. Donc recrutement ko mala baka. Baninga misusu. Baninga misusu bakota depuis décembre. La décembre va comme une année. Bazo diaka ba ko. Vu que biso toi ba moyen te, toi ba financement te donne mon côté ko sala te. Mo sala ngo petit comme l'armée. SN ezalaka te, impôt ezalaka te, donne ezalaka te, trésor ezalaka te. Alors, Castellan Cédric Balou, la situation finalement est plus que grave pour la jeunesse congolaise. Oui, monsieur Christian Perrin, il est plus que grave. J'ai suivi la vidéo de ce jeune qui, désespéré, pourtant même lorsqu'on l'écoute, la police ne faisait pas partie de ses options. Mais puisque aujourd'hui, la police et l'armée sont les seules entreprises au Congo qui recrutent actuellement, on ne sait pas pourquoi. Pourtant, nous ne sommes pas en guerre. Pourtant, il n'y a pas souvent des émeutes dans notre pays. Mais on ne fait que recruter, recruter et recruter.
comme si les seuls métiers qui restaient dans notre pays ici n'étaient que les métiers liés à la force publique. Oui, lorsque j'ai suivi la vidéo de ce jeune-là, j'ai été sévèrement touché parce que c'est un jeune qui est père de famille. Il avait précisé qu'il avait un enfant et que la situation ne le permettait pas de pouvoir convenablement prendre soin de son enfant et a vu par le recrutement de la police une porte de sortie. Mais malheureusement, lorsqu'il arrive là-bas, il est heurté à une manipulation qui consistait à faire passer que les enfants de ceux-là qui sont des tenanciers du pouvoir au jour d'aujourd'hui. Mais monsieur Christian Perin, à quoi vous vous attendez? Pensez-vous qu'aujourd'hui, quand on parlait de l'année de la jeunesse, cette année de la jeunesse ciblait toute la jeunesse congolaise? Non, il ne s'agissait pas de toute la jeunesse congolaise. Il s'agissait de la jeunesse congolaise, mais qui ne font que partie du pouvoir. Les enfants aux tenanciers du pouvoir. Il s'agit de cette année, il s'agit de cette jeunesse-là. Et même lorsque le président de la République lui-même récemment avait demandé à la jeunesse de prendre ses responsabilités. Mais vous croyez qu'il s'adressait aux jeunes que nous sommes ou aux jeunes qui sortent du néant? Il ne s'adressait qu'à leurs enfants. Il parlait de la relève. Il parlait d'une certaine responsabilité que devraient prendre ces jeunes afin d'assurer la relève. Donc, nous comprenons un peu la situation de ce jeune, une situation qui fait très mal, mais c'est ça le Congo. Tant que les jeunes ne prendront pas conscience et qu'ils ne se leveront pas pour mener les actions qu'il faut, tant qu'ils n'opposeront pas une résistance à ce pouvoir qui a savamment planifié le tout pour se maintenir au pouvoir, nous allons continuer à subir ces injustices ici au Congo. Alors évidemment, pour terminer sur ce volet, bien entendu, il faut peut-être rappeler un certain nombre de statistiques. On nous parle désormais de 4 592 075 jeunes au Congo-Brazzaville, et là on prend donc la tranche de 0 à 35 ans, et il y a plus de, j'allais dire, 3 millions de jeunes actifs. Le gouvernement parle de 2 millions, mais nous savons comment est-ce que les gouvernements manipulent les chiffres. Nous avons plus de 3 millions de jeunes actifs sans emploi, et donc le chômage est endémique. C'est le cas de le dire, parce que lorsqu'on essaie de comparer dans un pays comme le Congo-Brazzaville, qui a à peine 6 millions là encore, on exagère, 6 millions d'habitants, pour 66 000 seulement, 66 000 fonctionnaires. Vous imaginez? 66 000 fonctionnaires pour 6 millions d'habitants. Et qu'on n'arrive pas à créer de l'emploi pour la jeunesse dans un pays, est-ce qu'il faut le rappeler, doté d'énormes ressources naturelles et exploitées? Je parle là du bois, des minerais, je parle du pétrole, des terres arables, de la mer, bref. Et qu'on n'arrive pas à donner de l'emploi aux jeunes. Pour un petit pays de 6 millions, je répète, parce que lorsque je compare avec la capitale Kinshasa, qui est aujourd'hui à près de 18 millions d'habitants, donc c'est un petit quartier de Kinshasa qu'on n'arrive pas à gérer. Et à votre niveau, quand vous dites que la jeunesse doit prendre ses responsabilités, que devrait-elle faire finalement pour sortir évidemment de ce... C'est une bombe à retardement, ça. Ah oui, merci beaucoup, monsieur Christian Perin. Que devrait faire la jeunesse? Mais avant qu'on puisse en arriver là, nous allons un peu repartir sur les statistiques annoncées par le gouvernement. Vous savez, lorsque le gouvernement donne un chiffre, quand il parle de 2 millions de jeunes qui sont au chômage, avec notre gouvernement, il faut doubler ce chiffre. Parce que quand vous avez déjà affaire à un gouvernement qui a pu duper le FMI, pensez-vous qu'ils vont se gêner de duper la population congolaise? Non. Notre gouvernement a tendance à minimiser la souffrance des Congolais, simplement pour essayer de donner une certaine image au niveau de l'opinion internationale, parce que là, c'est pas l'opinion nationale qui voudrait charmer, c'est l'opinion internationale. Vous savez ce qui fait mal, je vais aller un peu plus loin, monsieur Christian Perin, ce qui fait mal avec tout ça, c'est quoi? C'est que nous voyons, en commençant par le président de la République, en allant jusqu'au ministre, il se retrouve un peu partout dans le monde, s'affichant aux côtés des grands de ce monde. Les grands de ce monde comme les présidents russes, Vladimir Poutine, Emmanuel Macron ou encore le président Joe Biden, ils sont fiers, ou le président Xi Jinping de la Chine, ils sont fiers de poser à côté de ces hommes-là, qui sont grands. Mais la grandeur d'une autorité politique
elle se juge à travers les actes qu'elle pose dans son pays. Mais nos dirigeants, que posent-ils comme acte dans notre pays? C'est la paupérisation de la population. C'est faire souffrir leur population. Mais ils sont fiers de poser aux côtés de ces grands, et eux aussi se prennent pour des grands, mais ils ne sont pas grands. Ils ne sont absolument rien du tout, puisqu'ils ne font rien dans leur pays. Ils ne Oui, font que rien, devrait faire la jeunesse évidemment, pour la... vous avez peut-être raison, monsieur Cédric Castellan-Balou, ils ne font rien. La preuve, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a les yeux braqués sur Brazzaville avec l'état d'insalubrité qu'on est en train de noter à Brazzaville. Mais ça, c'est encore au niveau de la ville, des voiries, j'allais dire, mais il y a aussi le cas de la santé qui ne semble pas marcher. L'école, tout à l'heure, on va y revenir avec monsieur Etiga, qui représente évidemment le syndicat des enseignants du Congo. Apparemment, tout ne marche pas. Et au niveau des finances, on a déjà déclaré qu'il n'y a plus d'argent, voilà, pour payer régulièrement les salaires, les pensions, voilà, les bourses et tout ça. Mais je voudrais un peu revenir sur la jeunesse. Comment expliquer que dans le même temps, dans ce même pays, il y a, vous avez parlé de la jeunesse, du pouvoir. Et lorsqu'on essaie d'observer cette jeunesse qui a été recrutée un peu par-ci, par-là, on a bien l'impression qu'ils occupent, qu'ils accumulent des postes d'emploi. On les voit à l'Assemblée, on les voit conseillers par-ci, conseillers par-là, on les voit, je ne sais pas, directeurs quelque part, les mêmes personnes. Je pense qu'il y a un problème à ce niveau-là aussi, parce que dans un pays où le chômage est endémique comme au Congo-Brazzaville, et que dans le même temps qu'on retrouve les fils à papa qui occupent 5, 6, 10 postes à eux seuls, je pense qu'il y a un problème. Oui, il y a un véritable problème et c'est l'occasion pour moi de demander à cette jeunesse qui constitue le pouvoir, le parti politique qui détient le pouvoir actuellement de prendre conscience. Cette jeunesse qui, euh, qui adhère massivement à ce parti politique tout en espérant pouvoir obtenir les faveurs de ce parti politique. En réalité, ils ne sont que des marchepieds pour les enfants des tenanciers du pouvoir. Oui, vous venez de dire que grand nombre de ces enfants occupent beaucoup de fonctions. Vous n'arrivez pas à les citer, mais moi, je peux citer. Nous avons l'exemple de Vadim Vouba, le fils du président de l'Assemblée nationale de notre pays, qui occupe peut-être 4 à 5 fonctions, alors que ces autres fonctions pouvaient être occupées aussi par d'autres jeunes. Mais puisqu'il s'agit là de la conservation du pouvoir, M. Christian Perin, il ne s'agit pas là de mettre des hommes qu'il faut pour pouvoir débloquer une situation. Mais il s'agit là avant tout de se servir. Ils ont le pouvoir, il faut qu'ils se servent entre eux. Ça ne peut que s'expliquer comme ça. Ce sont des manœuvres qui consistent à maintenir, à conserver le pouvoir. Et tant qu'ils ont le pouvoir, ils ne feront que s'alimenter entre eux. C'est l'occasion de demander la prise de conscience de tous les autres jeunes qui sont dans ces partis politiques. Vous ne faites que accompagner d'autres jeunes. En réalité, ils n'ont même pas besoin de votre adhésion. Ils n'ont besoin que du nombre que vous pouvez aller faire parce qu'ils ont besoin de paraître. Ils ont besoin de tromper l'opinion internationale. Ils ont besoin de légaliser le président Denis Sassou Nguesso parce qu'aujourd'hui, je peux dire que le président Denis Sassou Nguesso est totalement vomi. Que ce soit la population du Congo au niveau de la partie sud du pays ou au niveau de la partie nord du pays, le président Denis Sassou Nguesso est totalement vomi. Et donc, il faut trouver une façon de masquer ce rejet de la population en tentant de faire des mobilisations moyennant de l'argent. Et donc, tous ces jeunes qui sont mobilisés, c'est simplement pour essayer un peu de tromper ce désaveu que la population a actuellement vis-à-vis du président Denis Sassou Nguesso. Mais ces jeunes devraient prendre conscience parce que s'ils continuent à aller dans ce sens que je voudrais dire, c'est quoi? Ou lorsqu'on les appelle moyennant 2000, ils vont nombreux, agitant des drapelets. C'est en réalité simplement pour assurer le bonheur des enfants de nos dirigeants. Voilà, alors monsieur Lévier Tiga, je viens donc vers vous pour comprendre, parce que tout à l'heure, évidemment, on a abordé une question sur la jeunesse et on a bien compris
qu'il y a toujours aussi ce problème-là, le népotisme qui bat son plein dans l'administration congolaise et il nous a été évidemment signalé par quelques-uns de vos collègues aussi des syndicats des enseignants que beaucoup des postes des enseignants ont été dérobés et attribués aux parents des ministres, aux collègues des ministres, c'est le cas de le dire, ou d'autres postes ont été vendus. Et donc là aussi, on note un peu le népotisme dans ce secteur de l'enseignement, des postes qui vous ont été volés. Vous le confirmez? Oui, monsieur Christian Perel, le journaliste, je le confirme. Et comment ça se passe concrètement? Comment est-ce que vous vivez ce phénomène? Restons d'abord là, les postes qui devaient vous revenir à vous les enseignants ou à vos amis, vos collègues enseignants, mais qui ont été attribués à d'autres personnes. Comment ça se passe? Monsieur le journaliste, vous savez, quand le président de la République, son Excellence, monsieur Denis Sassou Nguesso, met à la disposition des deux ministères des tutelles, le METEP et le MEPSA, il met les quotas à la disposition des deux ministères, c'est pour recruter ces enseignants-là. C'est pas pour prendre les paroles. Euh, Quand il y a un peu de flou, des jeux qui se passent au niveau du cabinet, ce n'est plus bien. J'ai les vidéos avec moi, je peux vous balancer. Vous allez voir comment est-ce que les finalistes, les prestataires, les communautaires vont au niveau du cabinet d'amener les casseroles pour revendiquer ce qui leur revient de droit. Et quand, vous savez, aujourd'hui, quand vous êtes ministre, les amis vous appellent pour intégrer soit leurs parents, leurs fils ou filles. C'est un peu ça, monsieur le journaliste. Raison pour laquelle, vous voyez, il y a, en fait, les enseignants, ils ont du mal à se faire recruter. Vous pouvez comprendre, dans un mouvement syndical qui contient au moins 60 personnes, par exemple, on prend que les membres du bureau. Si le bureau contient 6 personnes, c'est là où on peut prendre 6 personnes. Mais et les autres? D'entrée de jeu, je relevais déjà qu'il y a la rentrée scolaire 2024-2025 qui semble être menacée parce que vous avez brandi une grève. Vous voulez aller en grève le 1er octobre 2024. Chez nous, on disait 1er octobre, c'est le jour de la rentrée. Alors, qu'est-ce qui peut expliquer que vous ayez choisi ce jour-là pour aller en grève? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Merci pour la question, monsieur le journaliste. Parmi les points que je vous ai dit, j'ai 8 points que je vais évoquer tout à l'heure. Ce sont les points qui font que les enseignants aillent en grève parce que leurs conditions ne s'améliorent pas, ça fait un certain moment. Vous savez, monsieur le journaliste, ça fait un moment avec le gouvernement, nous sommes là en train de dialoguer sur l'histoire de statut particulier. C'est le dernier point, c'est le 8e point. Avec le gouvernement, nous sommes en train de parler sur ça. Et le gouvernement ne réagit pas. Comment vous pouvez comprendre au niveau de la santé, ils ont le statut particulier. Les magistrats, ils ont le statut particulier. Pourquoi pas accorder le statut particulier aux enseignants? Mais si aujourd'hui, ils sont des magistrats, c'est grâce à l'enseignement. Si aujourd'hui, ils sont docteurs ou infirmiers ou qui que ce soit, c'est grâce à l'enseignement. Mais pourquoi pas accorder le statut particulier aux enseignants? Il y a un problème. Le président de la République, M. Son Excellence Denis Sassou Nguesso, en 2018, il a signé le décret. Vous êtes en train de nous dire que finalement, le décret concernant bien sûr le statut particulier des enseignants au Congo-Brazzaville a été pris depuis 2018. C'est ce que j'ai noté tout à l'heure. La partie administrative est déjà exécutée, mais il reste la partie financière, c'est-à-dire les primes et autres ne suivent pas, c'est ça? Effectivement,
Je rappelle ici, vous êtes le représentant du syndicat des enseignants du Congo-Brazzaville. Donc, tous les enseignants supposés, vous êtes en négociation avec le ministère de l'enseignement ou les ministères de l'enseignement, puisque vous avez cité aussi le ministère de l'enseignement technique. Alors, quels sont les points essentiels sur lesquels vous êtes en négociation avec ces ministères? Merci, monsieur Christian Perret, le journaliste. Nous avons les 8 points qu'on revendique au niveau des 2 ministères de tutelle. Le Oui, premier point, c'est l'intégration des enseignants communautaires et prestataires. oui, Le deuxième point, c'est le paiement de 3 mois de salaire des enseignants numéraires. oui. Le troisième point, c'est le paiement de 7 mois euh, des bourses des enseignants communautaires. Le 7 mois. quatrième point, Vous avez dit 7 7 mois. mois des bourses, 7 mois des Oui. bourses des enseignants communautaires. Mhm. Le point suivant, c'est Le point suivant, c'est rappel, le quatrième point, c'est le rappel des soldes d'activité aux enseignants. rappel des soldes d'activité aux enseignants, oui. Le cinquième point, c'est le non-traitement des échelons au niveau de la Direction générale du budget, qui est la DGB. Oui, des échelons, oui. Et le sixième point, c'est non, le sixième point, c'est la non prise en compte des changements de mode, donc le MDR. Le MDR, oui. Voilà. Le septième point, c'est Le septième point, c'est le, le statut particulier des enseignants. voilà, donc vous dites, vous avez 8 points essentiels que vous avez soumis donc au ministère de l'Enseignement. Alors, moi, je voulais revenir un peu vers Castelin, Cédric Ballot. Lorsque vous avez cette liste de revendications, on a bien l'impression que l'enseignant ne vit pas. L'enseignant est abandonné. Très curieusement. Et tout à l'heure, Lévi Etinga a rappelé que même les magistrats, enfin c'est tout le monde, et tout le monde le sait d'ailleurs, que vous soyez président de la République, ministre, magistrat, douanier, je ne sais pas moi, soldat, policier, vous êtes passé sur les bancs de l'école, naturellement. Et qu'est-ce qui peut expliquer que finalement, aujourd'hui, les enseignants congolais soient abandonnés à leur triste sort? C'est ça le problème en fait. Et vous, à votre niveau, c'est vrai que vous êtes président du collectif des jeunes du Congo et de la diaspora, mais évidemment, parmi ces enseignants, il y a beaucoup de jeunes aussi. Comment on peut Oui, expliquer une telle situation? Qu'est-ce que cela veut dire concrètement lorsqu'on abandonne les enseignants dans cette situation, j'allais dire, de précarité absolue? oui, effectivement, Monsieur Christian Perin, nous avons eu à travailler avec différents syndicats avant-hier où nous avons évoqué toutes ces questions-là. Euh, j'ai même du mal à exprimer la douleur qui a été la mienne. Et à partir de leurs explications, nous avons compris pourquoi année après année, il y a des avis de grève ou il y a des grèves qui sont lancées par les enseignants. Mais, Monsieur Christian Perin, c'est la mauvaise foi. Ce n'est que comme ça que nous pouvons qualifier ça. Mais nous avons un gouvernement qui passe son temps à mentir. Tout à l'heure, je venais de vous dire que un gouvernement qui a eu à tromper le FMI ne peut pas donner des statistiques. On ne peut pas se fier aux statistiques qu'ils annoncent. Oui, mais nous avons eu à mener des actions dans ce pays où euh, nous sommes entrés en discussion avec le gouvernement. Mais le gouvernement, lorsqu'il discute avec vous, lorsqu'il vous reçoit, c'est simplement pour essayer d'apaiser la situation. Une fois que la situation est apaisée, peu importe les conclusions que vous aurez eu à prendre ensemble, ces conclusions ne seront jamais mises en application. C'est ce que M. Etinga est en train d'expliquer.
lorsqu'il parle de la partie financière qui n'est pas appliquée, que seulement la partie administrative qui est appliquée. Mais comment expliquer les enseignants appelés et volontaires qu'on envoie un peu par-ci par-là pour encadrer nos enfants? Aujourd'hui, on pourrait se dire pourquoi est-ce que le collectif des jeunes du Congo et de la diaspora s'intéresse à cette question. Mais justement, nous sommes avant tout jeunes aussi et cette situation nous préoccupe. Nous luttons pour le bien-être social de la population congolaise. Et lorsque, à côté, il y a des Congolais qui se sentent désabusés par le gouvernement, cela nous interpelle et nous concerne. Nous sommes aussi avant tout parents d'élèves. Nous avons des enfants que nous envoyons au niveau de l'école. Mais quelle est l'éducation qu'ils reçoivent lorsque nous connaissons des grèves et des grèves chaque année? Nous avons voulu comprendre le pourquoi. Nous sommes entrés en discussion avec ces différents syndicats et nous avons voulu comprendre pourquoi chaque année, il y a des avis de grève ou il y a des menaces de grève ou il y a des grèves chaque année. C'est à cause de ces points-là que M. Etinga venait d'énumérer qui ne sont jamais pris en compte. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont été dupés eux aussi par le gouvernement. Ils appliquent la partie administrative qui ne donne aucun effet financier. Or, ce qui les intéresse, eux, ce sont les deux, la partie administrative et la partie financière. Je ne suis pas contre la force publique. Bien au contraire, nous sommes contents que nos agents de la force publique soient bien payés. Nous sommes contents que nos agents de la force publique, lorsqu'ils changent en grade, c'est suivi d'effets financiers. Mais pourquoi ne pas aussi le faire pour les enseignants? Les enseignants, aujourd'hui, lorsqu'ils changent d'échelon, c'est pas accompagné d'effets financiers. Ils continuent à percevoir le même salaire. Alors, pourquoi cette mauvaise foi vis-à-vis des enseignants? Mais lorsque nous essayons un peu de suivre la carrière du président de la République, il me semble, sauf si je me trompais, que lui aussi, à une époque, il soit moniteur. Et lorsque nous suivons aussi la carrière de la première dame, qui n'est autre que Madame Antoinette Sassou Nguesso, elle aussi fut monitrice. Mais comment ne se préoccupe-t-il pas de la situation des enseignants alors qu'ils sont conscients que la base d'un pays, c'est l'éducation? Lorsque l'éducation n'est pas prise en compte, lorsque ceux-là qui sont censés transmettre le savoir ne sont pas bien traités, nous nous retrouvons avec des élèves aujourd'hui qui ont même du mal à écrire leur nom. Donc, voilà un peu la situation, comment nous pouvons brièvement la présenter. C'est que les enseignants se font duper par le gouvernement. Un gouvernement irresponsable. Oui, nous nous permettons de le dire que nous avons en face de nous un gouvernement irresponsable parce que lorsque vous écorchez le côté de l'enseignement, c'est mettre tout un pays à terre. La base d'un pays, c'est son éducation. Et là, vous avez dit, et c'est bien d'ailleurs de l'avoir relevé, parce que finalement, disons, les conditions difficiles dans lesquelles ont été plongés nos enseignants, s'il faut le dire comme ça, les enseignants, la situation précaire d'ailleurs dans laquelle se trouvent les enseignants congolais a un impact négatif dans la formation des jeunes. Et lorsque vous avez des jeunes mal formés, tout le monde peut imaginer à quoi ressemblera évidemment ce pays. Je reviens donc vers Lévi Etinga, c'est pour conclure. Alors, Lévi Etinga, vous avez énuméré les huit points que vous avez soumis au ministère de l'Enseignement, bien sûr, et vous êtes en négociation, vous avez dit, et jusque-là, le ministère de l'Enseignement ou les ministères de l'Enseignement, parce qu'il y en a aussi, je crois, l'enseignement technique et l'enseignement général, c'est comme ça que j'ai compris votre développement tout à l'heure. Et donc, vous dites, si rien n'est fait, si vos revendications ne sont pas prises en compte, vous allez en grève, c'est ça? Pas de rentrée scolaire cette fois-ci. Effectivement, la rentrée scolaire se pointe à l'horizon, Monsieur Christian Perrin. Donc, nous exigeons au gouvernement, dans les plus brefs délais, de réagir. Sinon, je vais, en fait, déjà là, les enseignants vont aller en grève. Dès le 30 décembre, le 30 septembre, les enseignants iront en grève. Il n'y aura pas la rentrée scolaire parce que les enseignants ne sont pas satisfaits à leurs besoins. Moi, avec l'appui du président Cédric Castella-Balo, avec le collectif des jeunes du Congo et de la diaspora, je pense qu'ils vont me soutenir. Vous nous dites,
il y a une chose. Soit on vous paye c'est-à-dire soit on satisfait à vos revendications et vous continuez donc les cours, il y aura la rentrée. Et si on ne traite pas vos revendications, eh ben, pas de rentrée scolaire 2024-2025, c'est ça. C'est ce que les parents vont retenir. Justement, justement, si dans les brefs délais, il n'y a pas de solution idoine, nous irons en grève. Et c'est C'est tout. une grève Je pense que même, limitée dans le temps ou bien c'est une grève illimitée, générale, dans tout le pays, c'est ça? c'est général. Général et illimité. J'espère que le message est bien passé et que voilà, les ministères de tutelle vous ont bien suivi et qu'ils vont réagir à cela. Comme on l'a dit tout à l'heure, à un pays où chaque année il y a des grèves, ben voilà, et donc les cours sont interrompus, les programmes sont plusieurs fois interrompus. Le résultat, nous l'avons sur le terrain, c'est le niveau qui a baissé. Bref, ben, j'espère que cette fois-ci, ils prendront tout de même conscience de vos revendications et qu'ils pourront donc finalement répondre. Mais il y a un autre phénomène qu'on a noté que finalement, soit ils vous mènent en bateau et ils vont créer d'autres syndicats à côté qu'ils reçoivent. Ils prennent même en photo, ils posent avec ces hommes-là pour dire que, bon, écoutez, les syndicalistes sont venus demander pardon. On a vu des cas comme ça. Castellan, Cédric Balou, à un moment donné, c'est un peu risible, mais en fait, c'est grave, c'est sérieux ce qui se passe au Congo-Brazzaville. Au lieu de régler les problèmes des enseignants qui revendiquent un certain nombre de choses, qu'est-ce qu'on fait? On va créer d'autres syndicats de toutes pièces qu'on vient opposer pour dire, ben, écoutez, voilà, ils sont venus demander pardon parce qu'ils avaient voilà, déclaré un certain nombre de choses. Euh, c'est compliqué là à comprendre. C'est quoi? Oui, On a politisé finalement, même les mouvements oui, voilà, syndicaux, c'est ça? oui, Monsieur Christian Perrin, c'est ce qui se passe à tous les niveaux du pays. Diviser pour mieux régner, c'est ce qui se fait. Donc, il faut créer une pluralité de syndicats afin que lorsque un syndicat essaie de mener une action, que deux ou trois autres viennent pour déstabiliser l'action menée par ce syndicat, pourtant qui va aussi servir tous ces enseignants. Mais Monsieur Christian Perrin, c'est comme a eu à le dire Monsieur Etinga. Je vais le dire en plus clair. Le gouvernement, nous avons eu une séance de travail avec ces différents syndicats et nous avons été touchés par leur situation. Et donc, comme l'a annoncé M. Etinga, que le gouvernement à compter de ce jour, nous sommes le 21, le gouvernement a 9 jours pour réagir, pour prendre en compte la situation des enseignants. Nous sommes fatigués que chaque année, il y ait des grèves. Ce sont nos enfants qui perdent. Et vous l'avez souligné, vous l'avez souligné aujourd'hui, le niveau de nos enfants a baissé. Le niveau de nos frères a baissé. Ne parlons pas aussi de nos petits frères qui sont dans les différentes universités comme à Mariangwabi. Le niveau a aussi baissé parce qu'ils sont année après année en grève. Ils suivent mal leur cursus parce qu'il y a plus de grèves que des années de leur scolarisation. C'est pour dire quoi, M. Christian Perrin? Le gouvernement a 9 jours pour réagir. Dépasser ce délai. Si le gouvernement ne réagissait pas, nous allons accompagner ces syndicats vers cette grève. Parce que, avant tout, il s'agit quand même des pères de famille. M. Ettinga a peut-être omis de le dire, mais lorsque nous avions échangé avec ces enseignants communautaires et aussi les appelés volontaires, mais il y a d'autres qui n'ont qu'un salaire, je ne sais pas s'il faut appeler ça salaire, un salaire de 70 000 francs CFA, mais il est affecté très loin. Où est la prime de dépaysement? Vous envoyez quelqu'un dans une zone où il ne connaît personne, où parfois il a même du mal à comprendre la langue parlée dans cette localité. Mais parce qu'il aime son travail, il a l'amour des enfants qu'il va pour enseigner, il est obligé de partir. Et donc, le gouvernement est face à un choix. Aujourd'hui, nous ne pouvons pas accepter cet argument qu'ils ont l'habitude de donner pour dire qu'il n'y a pas d'argent dans le pays. Avant de dire qu'il n'y a pas d'argent dans le pays, il faudrait qu'ils puissent nous démontrer réellement qu'il n'y a pas d'argent dans le pays et nous dire où est parti l'argent qu'a-t-on vanté le ministre des Finances de l'époque, comment on l'appelait, M. Gilbert Ondongo, qui disait que le Congo a de l'argent à revendre, qui a tant vanté l'embellie financière du Congo. Où est parti cet argent? Où sont partis
les 14 000 milliards des générations futures. Il faudrait d'abord qu'on nous donne la destination de ces différents fonds avant de nous dire qu'il n'y a pas d'argent et qu'on nous dise qu'a-t-on fait de cet argent. Et donc, nous allons soutenir activement les différents syndicats qui ont décidé d'aller en grève tant que leurs préoccupations ne seront pas prises en compte. Et nous lançons un appel aux enseignants. Ne vous fiez pas aux différents syndicats corrompus. Vos syndicalistes sont corrompus. Ils traitent avec vous, vous arrêtez sur un nombre de choses et lorsqu'ils se retrouvent avec les ministres moyennant 500 000, 1 million, ils sont corrompus et ils mettent votre avenir à l'eau. Ne vous fiez pas à eux et ne comptez pas sur eux. Comptez sur vous-même et rejoignez l'appel de M. Lévi Etinga afin qu'ensemble nous puissions débloquer votre situation. Mais nous ne nous arrêtons pas seulement là. Parce qu'il n'y a pas que les enseignants qui sont dans la même situation. Il faut aussi regarder le secteur de la santé. Les médecins et les infirmiers, ils sont dans la même situation. Comment expliquer que le gouvernement ait dépensé autant d'argent pour former les médecins à Cuba, pour former les médecins en Russie, et qu'ils reviennent ici, qu'on ne les utilise pas? On les met en stage, des stages qu'on ne fait que renouveler, puis par la suite, on les met à la disposition des parents. Mais nous avons pensé qu'avec ce dégagement des fonds, cet investissement, parce que pour nous, c'est un investissement. On investit en nos étudiants qui sont aujourd'hui devenus des médecins, mais ça pouvait créer une convergence de fonds vers notre pays. Nous avons espéré qu'il y ait d'autres nationalités qui viennent pour se faire traiter dans notre pays, parce que nous avons gagné de très bons médecins. Mais ces médecins ne sont pas utilisés. Alors, comment comprendre le fonctionnement de notre pays? Comment comprendre le fonctionnement du gouvernement? Et donc, nous lançons aussi un appel vis-à-vis de ces derniers-là, ceux qui sont dans le secteur de la santé, de nous rejoindre. Parce que aujourd'hui, le gouvernement arrive à manipuler les Congolais, arrive à manipuler les différents corps, parce que vous allez en rang dispersé. Nous vous appelons afin que nous puissions nous mettre ensemble, les enseignants et ceux de la santé. Pourquoi pas étendre aussi à d'autres secteurs afin que nous puissions réclamer ensemble ce qui vous revient de droit. Ce n'est pas une négociation, mais c'est une façon pour vous d'exiger ce qui vous revient de droit. C'est vos droits. Le gouvernement a l'obligation de répondre à cela. Et donc, venez, mettons-nous ensemble et réclamons ce qui vous revient de droit. Voilà, mettez-vous donc ensemble pour réclamer vos droits et ces deux droits, voilà, si la tautologie est permise. En tout cas, nous sommes donc à la fin de cette émission. Le temps qui nous a été imparti est presque dépassé. Alors, je vais vous laisser donc quelques secondes pour justement conclure. Et donc, je commence par Lévi Etinga. Si vous avez un message de la fin, je vous laisse donc quelques secondes. Il faut que ça soit un peu court parce que nous avons déjà dépassé l'heure, en fait. Merci, Monsieur Christian Perret. Le mot de la fin, c'est que j'attise juste au gouvernement de prendre ce que je viens d'évoquer en compte. Sinon, les conséquences, ils seront responsables de ces conséquences-là. Dès le Voilà, 30 septembre, si ce n'est pas réglé, nous irons en grève. Et c'est tout. voilà, le Et je suis message, je ferme de crois ce que je qu'il dis. est passé. Si rien n'est réglé, les enseignants disent qu'ils vont aller en grève dès le 30 septembre 2024. Et donc, il n'y aura pas la rentrée scolaire 2024-2025. Alors, Cédric Castellin-Balou, je vous laisse quelques secondes pour conclure. Retour. Oui, l'année de la jeunesse, nous l'avions dit, ce n'était que du pipeau. Il n'y aura pas l'année de la jeunesse. Il n'y aura pas des emplois qui seront créés par le gouvernement. Mais nous ne sommes pas dupes. Nous le savions depuis longtemps. Nous avons demandé un bilan à mi-parcours, on ne nous l'a jamais présenté. Et nous ont dit que l'année, c'est 12 mois. Nous leur laissons la possibilité d'aller jusqu'au 12e mois. Pour nous, le report de l'année de la jeunesse n'est pas à prendre en compte. Nous leur avons présenté cette situation où nous avons voulu étendre l'année de la jeunesse à 7 ans. Mais les génies qui composent le gouvernement nous ont fait comprendre qu'en une année, ils pouvaient créer les 100 000 emplois. Alors, je demande à toute la jeunesse congolaise de se mobiliser. D'ici la fin de l'année, si nous constatons que les 100 000 emplois ne sont pas pris en compte, nous allons réagir. Nous nous sommes longtemps laissés tromper par le gouvernement. Mais pour cette année, nous n'allons pas nous laisser tromper. Nous ne voulons pas arriver en fin d'année pour qu'ils puissent décréter l'année 2025 comme étant année de je ne sais quoi, peut-être de la césarienne ou de je ne sais quoi. Nous restons dans cette optique que l'année de la jeunesse, c'est 2024. Et donc, nous allons veiller à ce que l'année de la jeunesse reste cette année.
Mettons-nous en alerte afin que nous puissions plus nous laisser tromper. Vous savez comme moi que eux, ils ne sont pas dans la même précarité que nous. Ils sont aux frais généraux de l'État. Ils ne payent ni carburant, ni nourriture, ni veste, ni électricité, ni eau, ni téléphone. Ils sont aux frais généraux. Donc, ils ne se préoccupent pas des difficultés du peuple. C'est pourquoi c'est à nous de sortir de notre diversion. Il est question que nous puissions regarder de très près la situation du Congo-Brazzaville. Pour ceux qui sont encore indécis, ne restez pas indécis. Parce que plus nous sommes en train d'aller dans le temps, plus vous êtes en train d'être affectés par la situation difficile que nous impose ce gouvernement. Ce gouvernement est irresponsable et nous restons dans cette optique de dégager ce gouvernement. Mais le président Denis Sassou Nguesso, je le rappelle, nous lui donnons un conseil. Qu'en 2026, inutile pour lui de se représenter. Qu'il prépare pendant les 1 année et demie qui lui reste sa retraite, afin qu'il aille paisiblement profiter de sa retraite à Oyo en 2026 et qu'il laisse la place à un Congolais qui sera digne, choisi par le peuple pour redresser l'économie de notre pays parce que lui, il a lamentablement échoué sur tous les plans. Voilà, c'est donc la fin de cette émission. Merci beaucoup Cédric Castellan-Balou, merci Levi Etinga d'avoir été avec nous sur R7. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir encore fait confiance, merci de nous avoir suivis. Vous connaissez les petits gestes, très importants d'ailleurs pour nous, et nous vous les conseillons, c'est de cliquer sur le petit pouce en l'air juste en bas de la vidéo, partagez massivement cette interview, et dites-nous en commentaire ce que vous pensez des sujets que nous avons abordés, notamment la situation des enseignants au Congo-Brazzaville. Merci, mais aussi la situation de la jeunesse, les jeunes Congolais, vous les avez entendus, ils sont fatigués, trop c'est trop, ils n'en peuvent plus. C'est eux qui le disent, ce n'est pas nous. Nous, on avait commencé déjà à conscientiser depuis fort longtemps. Ben, probablement qu'on ne nous avait pas bien entendu, bien compris, mais maintenant que les jeunes commencent à monter au créneau pour exprimer leur ras-le-bol, et j'espère qu'à ce niveau-là, les gouvernants congolais pourront prendre en compte ces ras-le-bol. C'est par là donc que nous mettons terme à cette émission. Merci de nous avoir suivis encore. Merci, et à la très prochaine fois. Merci.